Bonjour à tous et bienvenue dans Environnement et Développement durable. Aujourd'hui, nous parlons des inondations en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, plusieurs provinces du pays ont été touchées par les inondations suite à des pluies hors pair ces derniers mois et la sortie du fleuve Congo de son lit dans plusieurs zones du pays. Alors, est-ce que cela est une alerte sur le changement climatique? On en parle tout de suite avec l'invité. Il s'agit de M. Issa Lumaka. Il est chef de travaux à l'ISA, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ok. Et par rapport à votre présentation, avez-vous quelque chose à dire? C'est déjà bien fait. Je voudrais rappeler ici que j'étais aussi expert dans le cadre de l'Union européenne. Ok. En ce qui concerne l'hydrologie, l'hydrographie, voilà, j'ai réussi à travailler à la RVF comme assistant de monsieur le directeur général. Et je dirige également un bureau d'études, l'ACRE, donc laboratoire de cartographie numérique et ressources en eau, qui est basé à l'ISTA. Je pense que ça peut être suffisant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons des inondations en République démocratique du Congo. Si je parle le même langage avec la régie, comme ça, notre régisseur Benoît Goudier, s'il peut nous illustrer l'image du fleuve Congo. Je sais que c'est un fait, c'est un phénomène qui vient de se passer. Voilà, nous commençons de la sortie du fleuve Congo de son lit. Dernièrement, le niveau du fleuve Congo avait atteint la hauteur de 6,20 mètres par rapport au niveau moyen de la mer durant les inondations de décembre dernier. Alors, parlez-nous succinctement de cette crue et que les scientifiques ont qualifié d'extrême. Si vous pouvez nous expliquer un peu. Oui, merci pour la question. Cela témoigne ça témoigne que vous avez suivi les phénomènes avec beaucoup d'attention et vous avez suivi aussi ce que vos collègues des médias ont dit là-dessus. J'aimerais préciser une chose. Dans plusieurs médias, il a été dit que le fleuve avait atteint l'auteur, donc le niveau du fleuve avait atteint l'auteur des 6,20 mètres, c'est-à-dire 6 mètres, 20 centimètres, par rapport au niveau moyen de la mer. Là, il y a quoi à ces niveaux? Parce que le niveau déjà de Kinshasa, l'altitude de Kinshasa, est de 280 et quelques mètres par rapport au niveau moyen de la mer. Okay. Donc c'est déjà largement supérieur par rapport à ce qui est dit dans des médias. Donc, le fleuve Congo avait réellement atteint ces niveaux-là de 6,20, mais c'était par rapport à l'échelle de la station de mesure qui est au niveau du port public, ce que nous appelons le port de l'Onatra. Donc il y a une échelle là, sous forme de latte, et cette latte-là a un niveau zéro. Donc c'est les niveaux de référence, donc les zéros de la station de Kinshasa. Donc, je précise, le fleuve était monté à 6,20 cm par rapport au zéro de l'échelle de Kinshasa et non par rapport au niveau moyen du fleuve Congo. Par rapport au zéro de l'échelle de Kinshasa. Par rapport au zéro de l'échelle de Kinshasa, c'est ça. Ok. Alors, ce phénomène, c'est un phénomène cyclique. Donc, si vous prenez les données de la station de Kinshasa, de 1903 jusqu'à ces jours, vous analysez, vous utilisez des formules statistiques pour essayer de qualifier les crues, de voir les crues, par exemple, de 50 ans, 100 ans. Vous allez retrouver ces niveaux également dans vos analyses. Oui. Donc, on savait que ça allait venir, mais on ne savait pas exactement en quelle date. On savait très bien. Les scientifiques savaient que cela allait venir. Vous venez de parler de la qualification d'une craie. Comment on peut qualifier une craie?
Oui, avant de qualifier une crue, on analyse. Donc, on doit faire le suivi, ce que nous appelons le suivi environnemental des ressources en eau ou les suivis hydrologiques d'un cours d'eau pour les fleuves. Il y a des stations de mesure. Les Belges nous avaient laissé avec, à l'époque coloniale, on avait plus de 450 stations, mais aujourd'hui nous déplorons, beaucoup de stations n'existent plus. C'est moins que ça actuellement, c'est moins de 50 stations. C'est moins de 50 c'est pour moins que de le 50 travail, pour que le actuellement. travail soit très bien fait. Oui. Il faut avoir combien de stations? Il faut en avoir beaucoup par rapport à la dimension de notre fleuve ou du lac ou du cours d'eau dont vous êtes en train de suivre. Donc on ne D'accord. peut pas gérer quelque chose que l'on ne connaît pas. Nous devons gérer nos cours d'eau. Alors, pour revenir sur votre question, pour qualifier une crue, donc il faut avoir une longue série chronologique des données. À partir de là, vous allez faire appel aux analyses statistiques et ces analyses statistiques vont vous permettre d'étudier les temps des retours, ce que nous appelons les temps des retours, c'est-à-dire les temps nécessaires pour que ces niveaux du cours d'eau puissent encore revenir. Alors, si vous faites ça, vous allez trouver, pour les fleuves, vous allez trouver la crue de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans, des 100 ans. Là, si vous analysez par rapport à l'échelle de 10 ans, de 20 ans, de 100 ans, de 1000 ans, que vous allez qualifier ces crues de la sorte. Mais à l'échelle humaine, je rentre toujours en statistique, sur l'échelle humaine, là, nous parlons, nous expliquons ces phénomènes comme ceci. Donc, ce sont des crues qui ont des probabilités de revenir, par exemple, de probabilité de 50%, de 50%, de 100%. Donc, c'est de la sorte qu'on peut qualifier une crue par rapport à l'échelle. Si c'est à une longue échelle, là, on parle de temps de retour de 50 ans. Si c'est à une petite échelle, là, on commence à parler en termes de probabilité. Les probabilités. Vous avez dit que c'est un phénomène cyclique. Alors, quel est le lien avec les changements climatiques? Oui, les changements climatiques entraînent des perturbations de beaucoup de phénomènes que nous vivons dans la nature. Ça accélère d'autres et ça crée des bouleversements. Okay. Donc, je vous avais parlé tantôt que on savait que cette crue exceptionnelle allait revenir, mais on ne savait pas en quelle date précisément, parce qu'il y a des perturbations. Donc, ce n'est pas le changement climatique qui est à la base de cette crue, mais le changement climatique a entraîné des perturbations. Actuellement, les scientifiques ont démontré que pendant cette crue, nous avions bénéficié des vagues d'humidité transportées par les vents venant de l'océan Pacifique. Donc, tout cela a fait que ces perturbations puissent nous amener cette crue au moment où l'on ne pouvait même pas s'attendre à ça. Donc ça a un lien. Donc le réchauffement climatique a aussi impacté, sur cette crue du fleuve. Exact. D'accord. Est-ce que sur le plan scientifique, on pouvait prédire cette crue? Exactement. Quand j'ai dit que les scientifiques savaient que cette crue allait venir, c'est par des analyses statistiques qu'on avait su que ça allait venir. Mais ce qui a fait notre faiblesse, c'est les suivis. Les suivis, on n'a pas été attentifs. Les services concernés n'étaient pas attentifs à faire ces suivis régulièrement et des analyses. C'est pourquoi on a été surpris. On était tous surpris. Si ces services faisaient bien leur travail, on ne pouvait pas être surpris. Oui, alors, puisque vous parlez des services concernés, quels sont ces services qui sont censés surveiller, faire ces analyses?
nous avons d'un côté la Mételsat. Ok. En ce qui concerne non seulement la météorologie, mais aussi l'hydrologie. De l'autre côté, nous avons la régie des voies fluviales qui détient et qui gère tout ce qu'on a comme station de mesure sur nos cours d'eau. Donc les deux services devaient lancer des alertes. Malheureusement, les deux services ont lancé des alertes pendant qu'on vivait déjà les inondations dans la ville de Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. D'accord. Alors, oui, quel genre de dispositions le gouvernement devait prendre pour éviter les pires? Il y a beaucoup de choses que le gouvernement doit faire. D'abord, réorganiser ses services. Là, je parle de la régie des voies fluviales et de la Mételsat. Les équiper en termes des équipements, des mesures, des stations. Renforcer les capacités de personnel afin qu'ils puissent faire les suivis de façon régulière de ces cours d'eau et de l'atmosphère afin de nous alerter à temps. Et aussi ces systèmes d'alerte, souvent quand nous passons là-bas, ils ont aussi des difficultés. Hein, ils doivent, après avoir fait les analyses, ils doivent chercher le moyen de transport pour faire déplacer le chargé de courrier vers les médias. Donc si vous êtes avec eux, vous allez comprendre que c'est très compliqué pour eux. Moi-même j'étais à la RVF, je vous ai dit, bien que j'ai démissionné il y a de cela quelques temps, mais c'est aussi pénible pour ces services. Et il faut que l'État puisse venir en aide à ces services. Donc les services n'est pas bien équipés, si on peut le dire ainsi. Exactement, les deux services n'est pas bien équipés. Ok, alors comment jugez-vous la gestion de nos cours d'eau, la manière dont nous, la République démocratique du Congo, gérons nos cours d'eau? Est-ce que cette gestion est-elle efficace ou bien il y a des insuffisances? La gestion de nos cours d'eau, je parle de nos ressources en eau en général, hein, parce que la RDC en a beaucoup. Nous avons par exemple les lacs, nous avons l'océan qui est tout près de nous, dans le Congo central. La gestion n'est pas bonne. Dans l'ensemble, la gestion n'est pas bonne. En termes des données, parce qu'on peut gérer les ressources en eau que si on fait les suivis. Et les suivis, c'est fait avec les stations de mesure. Tantôt là, je vous avais dit que les Belges nous avaient laissé avec plus de 45 stations des mesures hydrologiques. Les stations météorologiques, n'en parlons même pas. Il y en avait dans les territoires, il y en avait même dans des villages. Mais aujourd'hui, on trouve ces stations seulement au niveau des aéroports. Donc, ce que Mételsat fait, c'est vraiment à encourager. Donc elle est limitée, elle fait avec les moyens de bord. La Mételsat est vraiment limitée, mais avec les moyens de bord. Elle s'efforce juste pour donner de l'information à la population. Je vais vous donner des exemples. Mételsat peut dire aujourd'hui il y aura pluie à Kinshasa, mais vous allez constater que cette pluie va concerner peut-être la commune de Njili et Massina. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision. Normalement, l'information devrait être précise. L'information n'est pas précise. Il y aura la pluie. Exact. La Mételsat a vu qu'il y aura la pluie. Mais comme c'était la station d'Njili, la station de l'aéroport d'Njili, qui avait constaté qu'il y aura la pluie, Mételsat a lancé l'alerte qu'il y aura la pluie de telle intensité, on aura telle hauteur d'eau, parce que la pluie se mesure par hauteur d'eau. Donc une pluie par exemple de 3 ou 4 mm. Mais vous allez constater que ces dégombés, en suivant le message de Mételsat, prennent des dispositions. À un certain moment, ils se rendent compte qu'il n'y a pas pluie. Oh non. Alors là, ils vont dire quoi? Météo à Kossi. Météo à Kossi. C'est ce qui s'est dit. Ok. Vu qu'il n'y a pas assez de stations. Donc, or que météo est limitée pour donner une information vraiment exacte. Exact. Ok. Vous avez dit que nous avions 45 stations. Les stations laissées par les Belges. Plus de 450 stations hydrologiques. Donc sur le fleuve et ses affluents. On avait plus de 400
stations de mesure hydrologique. Plus de 400 stations de mesure hydrologique. Exact. Ok, alors quel est l'état des lieux de ces plus de 400 stations de mesure hydrologique? Non, il y a de cela quelques années, on avait, je pense vers 2015, voilà. Vers 2015, on n'avait que 5 stations. 2015. 3 sur le fleuve, oui. On n'avait que 5. On n'avait que 5 stations de mesure, 3 sur le fleuve et 2 sur la rivière Kassai. L'Union européenne est venue nous aider par le canal du projet PANAV, projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacustres, en nous dotant de plusieurs stations de mesure qui étaient d'ailleurs installées. Malheureusement, le problème de gestion. La RDC devait engager ce que nous appelons le lecteur d'échelle. Donc ce sont en fait des surveillants, des gens qui sont là, payés par l'État congolais, pour veiller sur la sécurisation de ces stations et faire la lecture des hauteurs d'eau. Une fois ces lectures faites, les données devaient être transférées à Kinshasa au niveau de l'ARF. L'Union européenne avait créé le centre de traitement des données qui devait traiter ces données et lancer les alertes. Malheureusement, après le projet, rien n'a été fait. Les lecteurs d'échelle qui étaient formés par l'Union européenne n'ont pas été engagés et ces stations étaient abandonnées. Donc on ne peut même pas les comptabiliser aujourd'hui. On ne sait pas à quel état ça se présente. Gâché, hein? On ne sait pas. Il y avait même des stations de mesure automatiques qui étaient achetées, 21 stations, dont 2 des réserves qui se trouvent encore dans des locaux de l'ARF non installés. Mais ça peut vous surprendre, tout ce qui était installé, rien n'a été lancé. Donc rien n'a été connecté. Donc c'est resté comme ça au niveau des ports. Si vous allez même au niveau des ports de l'Onatra à Kinshasa, à Kisangani, à Mbandaka, vous allez trouver ces équipements, mais qui ne sont pas connectés. Donc on n'a rien. On ne connaît presque rien de nos cours d'eau. Si je peux encore ajouter quelque chose. Oui, vous avez la parole. Lors du premier mandat du chef de l'État, il y a eu un naufrage sur le lac Kivu. Le chef de l'État s'était même déplacé jusque-là et il avait promis des solutions pour monter des systèmes d'alerte afin de sécuriser les gens qui naviguent sur les lacs. Les naufrages sur nos lacs sont souvent dus aux conditions météorologiques. Alors, les commandants des bateaux, avant de commencer la navigation, devaient avoir les informations sur l'état hydrologique et de l'atmosphère. Donc, depuis que le chef de l'État avait annoncé qu'il y aura des solutions, nous constatons qu'il n'y a rien. Mais il y a des stations automatiques qui ont été installées sur le lac. Donc il n'y a rien qui s'est fait. Rien n'est fait. Jusqu'à ce jour, nous continuons à voir des pertes en vies humaines. Il y a des gens qui meurent, il y a des naufrages ça et là. Exact. D'ailleurs, le ministre des Transports et Voies des Communications en 2015, si je n'ai pas oublié, lors des états généraux du ministère des Transports, avait martelé sur ces faits. Dans les statistiques, le ministre avait dit, je cite, « Nous recensons actuellement 100 morts par mois sur nos cours d'eau ». Donc ce sont des données statistiques qui se trouvent sur l'Internet, vous pouvez les consulter. Le ministre des Transports a martelé et a demandé à ce que les experts puissent aider les gouvernements à trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. Mais les médias n'en parlent pas, on se pose des questions. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Mais nous perdons nos frères. 100 morts par mois sur nos 100 morts, ça c'est quand même énorme. Le ministre a précisé au moins 100 morts sur nos cours d'eau de la République démocratique du Congo. Maintenant, vous en tant que scientifique, vous êtes scientifique, vous êtes expert en la matière,
Que faut-il faire pour résoudre ces problèmes? Pour le problème lié à la mortalité sur nos cours d'eau, il faut multiplier les stations de mesure afin d'avoir des données fiables. Parce que la base, le nœud du problème, ce sont des stations de mesure. Les stations de mesure, c'est comme, je peux le comparer avec les yeux de ces services qui sont censés lancer des alertes. Donc s'ils n'arrivent pas à voir, ils ne vont pas analyser, il n'y aura rien à analyser. Il faut d'abord observer. Et ils observent grâce à ces stations. C'est pourquoi même Metelsat parle des stations d'observation. C'est comme ça que Metelsat appelle ces genres de stations. Donc il faut multiplier ces stations d'observation et que ces stations puissent fonctionner convenablement avec des personnels bien formés qui sont là chaque jour pour analyser les données, voir les comportements de nos ressources en eau en vue de nous préparer ces alertes. Oui, vous aviez parlé des services qui sont censés contrôler, veiller à la crue du fleuve, ainsi de suite, prendre des mesures, les deux services. Pourriez-vous nous expliquer les rôles que joue les rôles spécifiques, de manière spécifique, que joue chaque service, la RVF et puis la Metelsat? En ce qui concerne les rôles, il y a un peu des points de convergence et des divergences. Alors, Metelsat, parmi les attributions que les législateurs lui a attribuées, la Metelsat fait les suivis de l'environnement, donc les données météorologiques, les analyses des données météorologiques ou les observations météorologiques et aussi hydrologiques. Oui, mais elle est limitée par des matériels. Oui. La RVF est là pour l'aménagement de voies de navigation, tout en faisant également des observations hydrologiques. Donc les deux font des observations hydrologiques. La RVF, c'est non seulement pour la sécurisation de populations riveraines par rapport aux inondations, mais c'est surtout pour la sécurisation de personnes et de leurs biens. Donc les personnes qui naviguent sur nos cours d'eau et nos lacs. Donc c'est ça les deux rôles de ces deux entités. Ces deux entités qui n'arrivent pas à bien exécuter leur rôle sur le terrain. Mais comment ils vont arriver à bien les faire? Au moment où nous parlons sur les lacs Tanganyika à Kalemi, il y a des quartiers qui sont inondés. La RVF a demandé de l'argent ou les moyens au gouvernement pour curer ou draguer la rivière Lukuga, qui est l'exutoire par lequel les surplus d'eau de lac Tanganyika sortent pour aller vers le fleuve. Ça a commencé, je pense, depuis 2010, que la RVF ne cesse de demander au gouvernement. Le gouvernement ne fait rien jusque-là. J'avais dernièrement suivi monsieur le directeur général de la RVF, monsieur Daniel, en train de parler de ces phénomènes. Il y avait même des images, il s'est déplacé jusqu'à Kalemi. Mais rien n'est fait. La RVF continue à parler. Metelsat, n'en parlons pas. Metelsat, chaque jour, il y a des bulletins météo. Metelsat avait prédit au mois de mars qu'il y aura des pluies de fortes intensités, il y aura des glissements des terrains, des érosions qui seront accentuées, il y aura mort d'hommes. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises? Je constate qu'il n'y a rien. Rien n'a été pris comme disposition. Donc, les deux services tentent de faire, bien que ces services n'ont pas de moyens. C'est comme si au niveau de l'État congolais, on ne connaissait pas bien les rôles de ces services. On peut dire qu'il y a l'indifférence du côté de l'État congolais. Parce que la Metelsat annonce, elle parle. Mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réaction de la part du gouvernement congolais. On peut parler de l'indifférence ou la sourde oreille. Bon, ça dépend aussi de la compréhension de nos autorités. C'est pourquoi je me réserve d'utiliser ce terme, l'indifférence.
Mais je constate, comme vous, comme tout autre Congolais, nous constatons que l'État ne prête pas oreille à ces services habilités. Ces services sont les prolongements en fait des bras ou de mains de l'État congolais pour sécuriser la population congolaise. Nous constatons que l'État ne prête pas oreille à ces services. On se pose la question, mais si ça continue comme ça, il y a le changement climatique qui est là avec beaucoup de perturbations sur plusieurs secteurs. Si ça continue, qu'est-ce qui va nous arriver aux jours à venir? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser, d'où les gouvernements doivent se réveiller, le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, le ministère de l'Agriculture, des Infrastructures. Parce que les changements climatiques n'épargnent personne. Donc, ces ministères sont concernés. Il est temps qu'ils puissent se réveiller parce que nous devons vivre avec le changement climatique, avec ces inondations. Nous devons nous adapter par rapport à ça. Donc l'adaptation, s'adapter, faire quelque chose ou poser des actes pour réduire les effets du changement climatique, ça a des effets néfastes, mais on peut agir pour réduire les conséquences. Oui. Parce qu'on parlait de l'adaptation, il faut faire quelque chose, il faut agir. Oui, l'adaptation dans plusieurs secteurs. Par exemple, au niveau de l'agriculture, nous savons, d'après les prévisions de scientifiques, pendant les saisons de pluie, Météo l'a dit, qu'il y aura nous allons recevoir des grandes quantités d'eau parce que la montée de température accélère le phénomène d'évaporation. Qui dit accélération du phénomène d'évaporation dit plus d'eau qui monte vers les nuages. Qui dit plus d'eau qui monte vers les nuages dit également plus d'eau qui vont descendre du coup. Et quand ça va descendre, ça va créer des perturbations dans tous les secteurs. Les infrastructures seront impactées. On aura des routes qui seront coupées par ces eaux de ruissellement. Les agriculteurs vont perdre leur culture, qui seront érodées. La fertilité du sol sera perdue par ces eaux de ruissellement. Et ne parlons que de l'agriculture, de ces secteurs-là. Les scientifiques prédisent également les jours secs, l'augmentation des jours secs, c'est-à-dire des jours sans pluie, avec des vagues de chaleur. Donc, on peut arriver à avoir, pendant la saison de pluie, 40 ou 30 jours secs. Imagine quelqu'un qui a planté, sachant que c'est les moments, par rapport au calendrier agricole, c'est les moments où on doit planter, les fermiers plantent, où les agriculteurs plantent. Après, ils constatent qu'il y a eu 40 jours sans pluie, donc ils perdent tout ce qu'ils ont fait. Leurs efforts sont partis comme ça en ruine. Donc, il faut que le ministère de l'Agriculture puisse se réveiller. Qui dit perturbation des régimes de pluie, augmentation des jours secs, dit également nous devons changer notre agriculture. On doit passer maintenant à l'agriculture irriguée. On doit passer maintenant aux méthodes de drainage. Nous savons aussi que notre agriculture est totalement familiale. On n'a pas des industries du genre Bukangalonto, on avait essayé. Okay. Ça a donné ce que ça a donné comme résultat. Mais si nous mangeons à Kinshasa, ce que nous avons comme produit agricole, ça vient de l'agriculture familiale. Donc, ces familles qui produisent pour nous la nourriture doivent être assistées. Et le ministère de l'Agriculture, avec ses experts, ils doivent se lancer déjà dans cette optique pour résoudre. C'est un défi qui est lancé. Nous ne sommes pas épargnés, il n'y a rien à faire. Nous devons nous adapter. Donc, vous pensez que les perturbations des précipitations ont ou auront un impact sur les secteurs d'infrastructure, d'agriculture. Donc le gouvernement doit travailler pour aider. Maintenant, quelles sont les dispositions à prendre pour aider ces agriculteurs?
Oui, du côté des agriculteurs, je venais de parler de l'irrigation. On doit former les paysans, on doit former les paysans à utiliser les méthodes d'irrigation. Je sais que ça coûte cher si les matériels doivent venir d'ailleurs, ça va coûter très cher. Mais les gouvernements ont des partenaires. Les gouvernements peuvent procéder par des formations ou stimuler les partenaires à créer des industries qui vont produire ces genres d'équipements pour que nous puissions aider nos frères et sœurs qui ont consacré leur vie à nous produire de quoi manger pour vivre dans notre pays. Donc, ne fût-ce que sur cet aspect des choses, les gouvernements peuvent intervenir. Oui, puisque le gouvernement jusque-là ne fait encore rien, que direz-vous à ces moments-là, ces agriculteurs-là, ces maraîchers-là, comment se comporter face à ces perturbations? Comment faire? Parce que s'il faut seulement attendre les gouvernements tirent à longueur pour faire des choses, pour agir. Dans l'entretemps, nous mourons. Dans l'entretemps, on a besoin de travailler, on a besoin de nourrir les enfants, on a besoin. Les besoins sont là. Les besoins sont vraiment énormes. Alors, que faut-il faire? Comment se comporter? Oui, je sais que c'est dur. J'ai un peu souri parce que j'ai essayé d'imaginer les coûts de tout ça. Si on les laisse comme ça, c'est dur, on doit les assister. Mais je vais tout simplement leur dire que les perturbations des changements climatiques sont là. Je sais qu'ils constatent que les régimes de pluie compliquent leur activité. Et les conseils est qu'ils doivent s'adapter. Ils doivent s'adapter, choisir les cultures qui s'adaptent les mieux à cette perturbation. Des cultures qui ne demandent pas beaucoup d'eau. Et pour ceux qui sont dans des milieux où il y a assez d'eau, assez d'humidité du sol, eux peuvent s'adapter en prenant des cultures qui demandent beaucoup d'eau. Donc c'est question maintenant de faire des choix. Si vous n'avez pas de possibilités pour utiliser les méthodes modernes d'irrigation et de drainage, donc adaptez seulement les cultures. Donc ne vous accrochez pas aux cultures traditionnelles, ne dites pas que depuis nos ancêtres, chez nous, dans notre village, on fait seulement ça. On cultivait ça, tout ça. Adaptez-vous. Si ça ne tient pas, vous vivez beaucoup des jours secs, alors choisissez des cultures qui peuvent s'adapter par rapport aux jours secs élastiques. Donc ces gens-là, ces maraîchers-là ont aussi besoin d'être formés, comprendre quand même les choses, comment ça se passe, comment comprendre un peu ces concepts, changement climatique, ainsi de suite. Alors qui est censé maintenant faire ce travail? Nous avons les ministères d'agriculture. Au niveau du ministère de l'Agriculture, on doit trouver un service de vulgarisation agricole. Donc, une fois de plus, on rentre vers le ministère et son secrétariat général. Donc, le moyen, donc, l'État ou le gouvernement est incontournable. Le gouvernement est incontournable parce que nous dépendons du gouvernement et ce secteur est géré. C'est lui qui est notre papa, c'est lui qui est notre responsable. Exact. Il n'a qu'à faire quelque chose. Et les privés que nous avons n'ont pas assez de moyens pour faire des fermes, des fermes à grande échelle, telles que Daipen, tout ça. Donc on n'a pas assez de gens avec beaucoup de possibilités. Nous ne pouvons que compter sur cette agriculture familiale et les gouvernements doit faire le maximum par le service de vulgarisation agricole pour former nos paysans sur l'adaptation au changement climatique pour les secteurs agricoles. Même pour les ministères des ITPR, le changement climatique n'épargne pas les infrastructures. Vous avez vu l'état des routes. Devant vous ici, vous avez vu, il y a des flaques d'eau. La commune de Barumbu. Vous avez au niveau de la route Mokali, c'est la même chose. Mongafula, c'est la même chose. Donc les ingénieurs, les experts du ministère de l'Infrastructure
doivent adapter leur façon de faire, doivent adapter le terme des références pour les infrastructures. Mais Telsat l'a dit, je répète, on aura plus d'eau. Donc quand on a plus d'eau qui tombe, du coup, les ouvrages de drainage, donc les caniveaux, seront dépassés. Donc, ces ingénieurs-là sont appelés à revoir leurs calculs pour sécuriser la population congolaise par rapport au danger des inondations et des eaux de ruissellement. Par rapport au danger des inondations, les inondations aujourd'hui touchent, en tout cas, aucun quartier n'est épargné aujourd'hui. L'autre fois, c'était à Massina, il n'avait plus, en tout cas, les maisons, les quartiers, les avenues étaient vraiment inondées par les eaux de pluie. Alors, dites-nous un peu, nous qui sommes aujourd'hui des victimes, hein, la population est en train de vivre une situation qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est vraiment très difficile de voir des maisons être englouties, voir des meubles submergés, ainsi de suite. C'est vraiment difficile. Alors, que faut-il faire? Si vous pouvez nous donner des propositions concrètes quant à ça. Pour la population, il ne faut pas construire n'importe comment, sur n'importe quel terrain. Il faut faire les choix. Pour cela, il faut demander des informations pour acheter un terrain. Il y a des services habilités. Nous avons l'urbanisme et Habitat. Il y a aussi le ministère d'aménagement des territoires, dont les experts se trouvent dans chaque commune. Il faut vous approcher de ces experts, vous demander des informations. Cela va vous aider à faire les choix sur le terrain à acheter, dans quel quartier vous devez acheter. Et aussi, si vous avez acheté les terrains, il ne faut pas construire de n'importe quelle manière. Hein, il ne faut pas dire que j'ai vu mon voisin construire comme ça, comme ceci, comme cela. Il faut chercher des experts et il y a une répartition des rôles. Il y a une répartition des rôles dans les ingénieurs. Ce n'est pas tout ingénieur qui est censé vous aider dans ce que vous voulez faire. Nous avons par exemple l'UNIKIN qui nous fournissent des experts en eau et au sol. Donc approchez-vous de ces ingénieurs, hein, pédologues et gestionnaires des ressources en eau. Ils vont vous aider à faire l'étude du sol pour que votre maison ne puisse pas se retrouver un jour en train de s'enfoncer dans le sol. Il y a des cas comme ça. Une maison où vous voyez que les fenêtres se retrouvent presque à 20-30 cm du niveau du sol. La porte, on n'arrive même plus à entrer. La maison s'enfonce parce qu'il n'y a pas eu l'étude du sol. Nous avons les architectes qui sont là pour nous faire des designs. Nous avons les génies civils qui sont là pour nous aider à construire avec du béton, avec tout ce qu'il y a comme matériaux des constructions. Nous avons aussi des topographes qui vont vous aider à faire, ou nous aider à faire les études du terrain pour voir s'il y aura des ruissellements, les eaux de ruissellement, si ça peut créer des érosions et quelles sont les dispositions à prendre. Donc les topographes sont là. Il y a aujourd'hui l'INBTP qui venait d'ajouter l'option qui nous fournissent actuellement des hydrauliciens. Donc il faut consulter des experts pour vous aider à obtenir ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas construire de n'importe quelle manière. C'est ce que je peux prodiguer comme conseil à la population. D'accord. Parlons alors de la station hydrométéorologique. Voilà. Est-ce que ici, en République démocratique du Congo, nos scientifiques aussi peuvent travailler, concevoir cet engin? Oui. Bien que les gens ne s'intéressent vraiment pas à ça, vous avez constaté que Metelsat n'a pas assez de stations. La régie de voies fluviales, n'en parlons pas. Oui, les scientifiques congolais s'y penchent aussi. Il y a le preuve, nous-mêmes, dans notre bureau d'études, le bureau d'études de la CRE, nous avons réalisé ce que vous êtes en train de voir là. C'est un prototype de la station hydrométéo
nous sommes basés sur les propos du chef de l'État. Quand il était parti à l'Est, il avait promis une solution. On a attendu, ça ne venait pas, tellement que les chefs avaient insisté. Nous, on s'est dit non. Le chef a dit, c'est une obligation, c'est l'impulsion qui est donnée. On ne peut pas laisser comme ça. Les chefs tiennent à ce qu'on puisse sauver les vies humaines. Alors, on s'élance avec les moyens des bords. Donc, nous avons maintenant cette station hydrométéorologique, c'est-à-dire c'est une première dans notre pays, une station qui va prendre... C'est une première conçue par les Congolais. Conçue par des Congolais, une station qui va prendre et les données des cours d'eau et les données météorologiques. Au même moment, ça sera transféré dans les serveurs, soit des Metelsat ou de la régie des voies fluviales. Et cela va permettre... Même ici au pays, nous pouvons très bien gérer nos cours d'eau. Nous pouvons, avec ça, on peut très bien gérer nos cours d'eau parce que ça va envoyer les données en temps réel. Donc, on peut le paramétrer, par exemple, à chaque minute, à chaque 20 minutes, à chaque 30 minutes. Ça dépend de ce que nous voulons. Il y a aussi un système de contrôle aussi à distance. Donc, on peut installer ça. Et donc la station peut jouer plusieurs rôles. Plusieurs rôles. Lesquels, si vous pouvez expliquer? Donc, le transfert, donc la prise des données, la station prélève les données, les stocks, il y a le module de stockage là-dedans. La station peut aussi le transférer vers des serveurs, soit des météos, donc Mételsat ou de la régie des voies fluviales, ou par le satellite de l'OMM. Oui, si la régie peut nous balancer cette image-là pendant que... Il y a un satellite de l'OMM l'expert nous explique. Qui est gratuit, où la transmission des données s'est faite de façon gratuite. À part ça, les données, la station peut envoyer également les données par SMS. Ok. Ça peut envoyer les données par SMS. Tout ça en temps réel. En temps réel, ces services auront des données. Point n'est besoin de s'inquiéter par rapport aux prévisions. Un élément encore, toujours par rapport à ce que le chef de l'État avait dit, qu'on devait sécuriser cette population. Qu'est-ce qui se passe au niveau des lacs? Au niveau des lacs, on ne vit pas le même phénomène qu'ici à Kinshasa. Comme il n'y a pas de station de mesure, il n'y a pas de station météo, alors comment les gens naviguent là-bas? Il n'y a pas de balisage, il n'y a rien, il n'y a pas un système d'alerte. Et le lac se réveille avec des vagues à l'improviste, cela crée des naufrages. Alors comment ces commandants des bateaux font? Avant de commencer la navigation, les commandants mettent ses pieds dans l'eau. Il sent un peu la température de l'eau, ça lui donne une idée. Il peut dire, il peut prendre la décision, on navigue maintenant ou on laisse un peu passer du temps. On s'est dit, bon, quand les commandants mettent les pieds comme ça, le pied dans l'eau, ou bien il utilise sa main, il plonge sa main dans l'eau pour sentir. Pour sentir. Sur le lac Kivu, le lac Tanganyika, même sur le lac Maïndombe, c'est le même phénomène. On s'est dit, eux les font comme des novices à la traditionnelle, mais en réalité, ils sont en train de prélever en fait les données hydrologiques. La température, on sait que c'est la température en fait qui provoque tout ça. C'est la température qui provoque tout ça, on a vu avec le changement climatique. Mais ils prennent quand même les données, ils prennent quand même des informations, mais de manière limitée. Ils n'ont personne pour leur donner des informations. Mais peut-être ça, le fait de plonger la main, le fait de plonger la main dans l'eau pour sentir la température. Lui-même s'est fait Metelsat et Régie des voies fluviales. Il fait ses propres prévisions à la traditionnelle. Il fait ses propres... Donc ça n'a pas d'impact, ça n'a aucun impact. Alors ils prennent beaucoup de risques. C'est pourquoi nous avons des naufrages sur le lac Kivu, le lac Tanganyika, le lac Maïndombe. Avec ces stations, c'est vraiment une solution.
nous venons répondre à l'appel du chef de l'État. C'est une solution pour aider nos frères qui sont à l'Est ou qui utilisent nos lacs pour se déplacer. Et les projets déjà à son terme, ou bien il y a encore à faire, à travailler là-dessus? Il y a encore à travailler sur le plan électronique. Tout est déjà conçu. Il y a des capteurs qui sont là. Des simulations marchent parfaitement. Mais il y a des retouches. Il y a des retouches que nous sommes en train de faire. Mais sur le plan des simulations, ça marche parfaitement bien. Il manque bien sûr de moyens parce qu'on doit l'expérimenter. On doit construire l'ossature que vous avez vu là. Ça, c'est l'animation 3D, mais c'est robuste. Ça sera plus de 2 mètres. Okay. Donc, il faut acheter des tôles, le cintrer, donc le faire passer dans des ateliers mécaniques pour leur donner la forme. Après, on aura besoin des grues pour le transporter. On aura besoin des bateaux ou d'un baliseur pour le mettre soit sur le fleuve ou sur l'un de nos lacs pour expérimenter, voir comment ça va se comporter. Mais sur le plan des simulations, ça marche parfaitement. Et quel message, que demanderiez-vous alors au gouvernement par rapport à ces projets qui répond à un besoin? Nous demandons au gouvernement les appuis nécessaires en termes des moyens. En ce qui concerne la conception, c'est déjà fini. Nous avons fait sur les plans des simulations, c'est OK, mais il manque des moyens. Parce qu'on doit finir la matérialisation de cette structure et les confier à l'une des structures, soit à la RVF ou à la Mételsat. Donc nous, on a conçu, mais nous ne serons pas les utilisateurs. Les utilisateurs sont bien connus, ces services de l'État. Les services de l'État. Les deux qu'on est en train de citer, oui, l'État a beaucoup de choses à faire, aider à ce que ça soit matérialisé, multiplié, pour que la RVF et la régie et la Mételsat puissent les utiliser. Pour les utiliser, voilà, c'est un projet que vous avez conçu. Bon, de votre côté, est-ce qu'il y avait une démarche qu'aviez-vous entreprise pour le soumettre quand même aux autorités? Oui, il y a des démarches qui sont en cours. Comme nous ne pouvons pas passer outre la Mételsat, nous sommes en train de travailler avec la Mételsat. Nous avons des contacts avec monsieur le directeur général de la Mételsat, que nous saluons pour ses encouragements, qui est toujours avec nous. On fait des échanges, les directeurs techniques de Mételsat également et leurs services qui nous ont présenté toute une liste de leurs préoccupations, des difficultés, et nous avons pris tout ça en compte pour améliorer cette station que vous venez de voir, la simulation. D'accord, nous tendons déjà vers la fin. Bientôt, nous allons citer le mot de conclusion par rapport à notre thème inondation ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de tout ce que nous avons eu à échanger ici sur ces plateaux? Tout ce qu'ils peuvent retenir est que le changement climatique ou les perturbations de notre climat, c'est maintenant une réalité. Donc ça touche tous les secteurs, le secteur agricole, le secteur des infrastructures. Donc tout est touché, rien n'est épargné. Donc ils doivent s'adapter, ils doivent chercher des mécanismes d'adaptation par rapport à ces changements ou ces perturbations. Au niveau du gouvernement, ça nous ne pouvons pas manquer de dire un mot. Le changement climatique ou les perturbations climatiques sont là. Il faut prendre des dispositions. Parmi ce qu'il faut craindre, c'est la malnutrition. Actuellement, plusieurs provinces de notre pays sont déjà frappées par ces phénomènes de malnutrition et on aura une baisse de la productivité agricole. Donc, les gouvernements ont tout intérêt
de s'impliquer pour aider nos paysans, aider la population, sécuriser la population face à tous ces problèmes, tous ces lots de problèmes que le changement climatique ou les perturbations climatiques viennent de nous imposer. Donc notre vie maintenant sera perturbée par ces phénomènes de changement climatique et personne n'est épargné. Ok. Merci beaucoup. Merci vraiment de répondre à nos questions. Merci d'être venu. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Merci. Ok. Merci aussi à vous, nos téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.